Les rotations de joueurs au foot, toutes les équipes en font, c'est la base. Un attaquant qui décroche, un milieu qui prend l'espace, on voit ça tout le temps. Mais le résultat, lui, est loin d'être toujours le même. Parfois, ça se termine par un but magnifique. Et d'autres fois, eh bien, c'est juste de la confusion. C'est toute la différence entre le bon chaos et le mauvais chaos. Et c'est là qu'est tout le mystère. Comment est-ce possible qu'un mouvement en apparence identique puisse donner des résultats aussi radicalement opposés? La réponse, en fait, elle n'est pas tant dans le mouvement lui-même que dans ce qu'il signifie pour tous les autres joueurs sur le terrain. Allez, pour bien comprendre, on va prendre deux cas extrêmes. D'un côté, on a une rotation type Juventus. C'est planifié, c'est travaillé à l'entraînement, ça devient presque un automatisme. Quand un joueur bouge, toute l'équipe sait déjà comment compenser. Et de l'autre, on a le Werder Brême, où c'est plus improvisé, réactif. Un joueur bouge et les autres sont un peu en mode «Attends, qu'est-ce qu'il fait?» Du coup, le mouvement crée une sorte de flottement. Ok, mais alors comment on fait pour quantifier ça? Pour mesurer objectivement la différence entre le bon chaos, celui qui est organisé, et le mauvais, celui qui est juste désordonné. Eh bien, il existe des outils pour ça. Le premier indicateur, c'est le RTD pour répartition des types de rotation. En gros, c'est une note qui va nous dire à quel point les schémas de jeu d'une équipe sont structurés et répétitifs. Si le score est proche de 0, ça veut dire qu'on est dans l'improvisation quasi totale. Et s'il est proche de 1, ça signifie que le mouvement est complètement appris, intégré par tout le monde. Et quand on compare les équipes, l'écart est assez parlant. La Juventus, avec son score de 0.061, a clairement les schémas les plus structurés du lot. Leurs rotations sont une réponse collective bien huilée. À l'opposé, le Werder Brême, à 0.034, illustre parfaitement l'improvisation. Leurs mouvements sont souvent des initiatives individuelles qui, parfois, peuvent créer plus de problèmes qu'autre chose. Bon, d'accord. Avoir des mouvements bien structurés, c'est bien joli sur le papier. Mais est-ce que ça mène vraiment à de meilleurs résultats sur le terrain? Parce que, vous savez, avoir un plan, c'est une chose, mais que le plan fonctionne, c'en est une autre. Pour répondre à cette question, il nous faut une deuxième métrique. Et c'est là qu'intervient le score de qualité de rotation, ou RQS. Le RQS, lui, il va mesurer si une rotation a vraiment été utile. Comment? En analysant ce qu'on appelle la menace attendue, l'XT, dans les actions qui suivent la rotation. Pour le dire simplement, est-ce que ce mouvement a, oui ou non, créé un avantage pour l'équipe? Et là, les résultats sont juste fascinants. Pour une équipe comme Liverpool, les rotations augmentent très clairement la menace offensive. C'est un vrai avantage. Mais pour une équipe comme Rennes, à l'inverse, le même type de permutation physique a tendance à réduire la menace. La rotation, au lieu de créer une opportunité, a créé de la confusion. Ok, passons de la théorie à la pratique. Il existe un outil de diagnostic tout simple que n'importe quel analyste ou coach peut utiliser pour évaluer ça. C'est le test de changement de rang à deux joueurs. En fait, c'est vraiment simple. On prend une vidéo du match, on repère un moment où au moins deux joueurs échangent leur poste, et ensuite on observe attentivement les 2 ou 3 possessions de balles qui suivent. La question est simple. Est-ce que la menace attendue a augmenté, ou est-ce que la rotation a finalement semé le trouble et désorganisé l'équipe? Et pour interpréter ça, il y a un repère assez clair. Si sur 10 rotations analysées, au moins 7 amènent un résultat positif, alors le RQS global de l'équipe est sur un bon. En revanche, si on est à moins de 5 sur 10, eh bien, ça veut dire que les rotations font plus de mal que de bien. Le message, c'est qu'il faut mesurer, pas juste supposer. Bien. Maintenant qu'on a identifié le problème et qu'on sait comment le mesurer, la question à 1 million, comment on arrange ça? Il existe une sorte de formule en 3 étapes pour entraîner des rotations jusqu'à ce qu'elles deviennent enfin efficaces. Première étape, définir le déclencheur. Une rotation efficace ne part pas de nulle part, elle est initiée par une situation de jeu précise. Deuxième étape, définir le mouvement. Qui bouge, où, à quel moment. Le timing est crucial, et ça se répète jusqu'à ce que ça devienne un réflexe. Et enfin, l'étape 3, qui est la plus importante, définir le résultat. Qu'est-ce qui doit se passer juste après pour que toute l'équipe en profite? Il faut entraîner la séquence entière, pas seulement les deux joueurs qui échangent leur place. Alors, concrètement, qu'est-ce que tout ça implique pour l'entraînement au quotidien? Résumons les leçons à en tirer. Premièrement, il faut identifier les 3 schémas de rotation les plus fréquents de son équipe. Deuxièmement, il faut les travailler à l'entraînement avec des déclencheurs très clairs et conditionnels. Les joueurs ont besoin de comprendre le pourquoi du mouvement, pas seulement le comment. Et troisièmement, il faut mesurer l'efficacité. Si une rotation ne donne pas un résultat positif dans plus de 60% des cas, c'est qu'il faut la repenser ou la corriger. Parce qu'à la fin, tout se résume à ça. La différence entre une rotation qui marche et une qui échoue ne se joue pas dans les jambes des deux joueurs qui permutent. Elle se joue dans la tête de toute l'équipe, dans la compréhension collective de ce que ce mouvement implique pour tout le monde sur le terrain. La question à se poser pour n'importe quelle équipe est donc simple.
Est-ce que les mouvements créent de la clarté ou est-ce qu'ils créent du chaos? Et trouver la réponse, ça pourrait bien être la clé pour transformer des actions confuses en véritables occasions de but.